Donc je vais commencer par me présenter. Je suis Damien Dupéra. Je serai votre interlocuteur à privilégier pour la gamme de produits Max Focus, votre interlocuteur sur la partie technique et sur la partie commerciale également. Aujourd'hui, vous êtes là pour une présentation de Max Remote Management, donc un des produits de la gamme Max Focus. Brièvement, qu'est-ce que c'est Max Remote Management? C'est une solution de supervision et de services infogérés, donc basée dans le cloud, solution SaaS. Donc l'avantage, c'est que ça se déploie en quelques secondes. On n'a pas de serveur à entretenir en local. Tout est hébergé par l'éditeur directement. Quels sont les bénéfices de la solution Max Remote Management? Donc pour vous, dans un premier temps, ça va être adopter la proactivité, c'est-à-dire pouvoir détecter des pannes avant qu'elles impactent le client final directement. Ça va être des économies en termes de temps. Vous allez pouvoir automatiser beaucoup de choses, toutes les choses qui sont chronophages aujourd'hui, qui vous prennent du temps au quotidien, tout ça pour être automatisé dans la console. Ça va être des économies en termes de déplacement également. Comme je l'ai dit, on va détecter beaucoup de pannes avant que ça impacte le client final directement. Donc on peut traiter tout ça à distance grâce à des outils de prise en main qui vous sont mis à disposition. Donc moins de déplacements sur site. Voilà, et par la suite, cette plateforme vous permettra de générer des revenus récurrents et des revenus complémentaires grâce à un panel de services qui est mis à votre disposition. Donc on va faire la présentation en deux parties, si je peux dire. Première partie, c'est vraiment les bases, comment déployer ses premiers agents, comment utiliser la console, la découvrir. Et dans un second temps, on va faire la liste, on va dire, des fonctionnalités qui vous sont mises à disposition, une à une. Donc, première étape, la console. Donc voilà cette console, à quoi elle ressemble. Comme vous le voyez, on s'y connecte depuis un navigateur web. Il y a également une application mobile qui est disponible donc sur iOS et sur Android si on souhaite se connecter pour voir les PC qui auraient des erreurs. Ici, on voit les différentes machines qui sont remontées, donc les serveurs, les postes de travail, appareils mobiles, ainsi de suite. Comment on va faire pour afficher les machines dans la console? Ça va être à l'aide d'un agent. Donc on va installer un agent sur chaque appareil, sur chaque serveur, sur chaque PC, sur chaque appareil mobile. Mais avant de déployer les agents, il y a une petite étape préalable à faire, c'est-à-dire créer un client. Ici, vous voyez sur la partie gauche de mon écran une liste de clients. Donc vous pouvez créer autant de clients que vous le souhaitez. Pour créer un client, c'est assez simple. On fait fichier, ajouter un client. Ici, on va lui donner un nom. Donc on va lui donner test 4 par exemple. On a des options complémentaires. On peut donner un accès au client final. Donc vous avez un client final qui a un aspect un petit peu technique, qui aime bien voir ce qui se passe sur son parc IT. On va lui donner un accès. Donc par défaut, c'est un accès en lecture seule, c'est-à-dire il se connecte, il voit si des machines sont en erreur, mais il ne peut rien faire. Et on voit juste en dessous que l'on peut lui donner des accès complémentaires, donc accès au suivi d'actifs. Le suivi d'actifs, c'est l'inventaire du parc. Accès au Tech Control. Le Tech Control, on le verra juste après, c'est l'outil qui permet de faire les prises en main à distance. Accès au gestionnaire de sauvegarde et accès au système de gestion de la flotte mobile. Donc ça peut être vraiment utile dans certains cas. Logiciel sous licence, la plateforme vous permet de faire de l'inventoring de logiciels, c'est-à-dire lister tous les logiciels présents sur le parc. Et en plus de ça, vous permet de faire de la gestion de licences, c'est-à-dire notre client a acheté 10 licences Office 2013. On peut demander à Max Remote de calculer combien de licences sont utilisées. Autre possibilité en termes de gestion logicielle, on peut créer une liste de logiciels, on va dire suspects, dangereux pour le réseau, par exemple uTorrent, BitTorrent, enfin tout type de logiciel qui pourrait favoriser une intrusion au sein du réseau. On crée une liste de logiciels, on va dire logiciels noirs, logiciels à bannir, et dès que la console détecte un de ces logiciels sur un des PC, une alerte est enclenchée. Paramètres du rapport, donc c'est dans ces deux menus que l'on va configurer les rapports que l'on peut envoyer au client. La console sait générer des rapports très facilement, donc des rapports sur tout type de fonctionnalités. Ça peut être autant sur la supervision comme sur l'utilisation du web, sur l'installation des correctifs. On y reviendra après. On voit que l'on peut envoyer un rapport tous les jours, toutes les semaines ou tous les mois. C'est comme vous le souhaitez. Ces rapports, bien entendu, peuvent être personnalisés à l'effigie de votre société. C'est une vraie valeur ajoutée
à votre support technique. Ça vous permet de vous démarquer par rapport à la concurrence, car très peu de personnes aujourd'hui envoient un rapport disant ce qui est fait sur le réseau. Et autre utilité de ces rapports, c'est comme je l'ai dit en début de présentation, grâce à cette console Max Remote Management, vous allez vous déplacer de moins en moins chez le client. Mais lui, le client, il se dit, moi je paye un contrat de maintenance, mais le technicien, je le vois pas bien souvent dans mes locaux. Et en fait, les rapports sont vraiment là pour ça, pour faire passer un message au client. Le message qui va être passé au client, c'est tout simplement de dire, monsieur, votre parc aujourd'hui fonctionne parce que moi, tous les jours, je surveille des points critiques sur vos appareils. Dès qu'il y a quelque chose qui va pas, je corrige le tir grâce à mes outils de prise en main à distance. Certes, vous me voyez pas, on va dire, en chair et en os chez vous, mais je suis là, je suis présent sur votre parc, j'interviens régulièrement. Voici ce que j'ai fait sur votre installation. Donc n'hésitez pas à exploiter ces rapports. Et on a un rapport que l'on appelle rapport de commentaires. On est capable de laisser des commentaires sur les appareils. Le rapport de commentaires va nous faire un petit résumé de tout ce qui a été listé sur les différentes machines. Donc là, pour cette présentation, on va faire quelque chose de très simple. J'indique juste le nom du client. Ici, on voit mon nouveau client qui vient d'apparaître dans la liste. Là, je ne peux toujours pas déployer les agents sur les appareils. Pour pouvoir déployer les agents, il faut que je crée un site. En fait, la console nous laisse la possibilité de créer des sites. Ça va nous permettre de se repérer plus facilement quand le client devient conséquent ou tout simplement parce que le client a plusieurs bureaux un petit peu partout. Donc pour créer un site, c'est tout aussi simple. Fichier, ajouter un site. Ici, je choisis mon client, donc client test 4. Je donne un nom au site. On va l'appeler Bordeaux. Ici, vous avez deux champs que vous pouvez personnaliser. Donc modèle d'installation de surveillance par défaut. On va le voir à l'étape suivante. Il y a différentes manières de déployer l'agent. Première manière, c'est une façon un peu manuelle. On télécharge un exécutable, on lance cet exécutable et on rentre ses identifiants de connexion à l'intérieur pour rattacher le PC à la console en ligne. Vous l'avez compris, cette option est viable si on a 2-3 machines à déployer. Quand on a un parc plus conséquent, vous avez la possibilité de déployer l'agent en masse de deux façons différentes. Première manière, c'est un paquet MSI pour faire la GPO. Deuxième possibilité, c'est un exécutable silencieux. En fait, quand on va, par exemple, exécuter le fichier silencieux, il sera préconfiguré pour un client. Donc, par exemple, mon client test 4 sur le site de Bordeaux. Donc, chaque machine qui va exécuter le fichier sera automatiquement rattachée au client test 4 au site de Bordeaux. Mais le souci, c'est que quand on lance cet exécutable, l'agent ne sait pas quel type de vérification on souhaite mettre en place. Donc c'est dans les modèles d'installation, on va se créer des modèles d'installation dans lesquels on va dire je veux mettre la surveillance de l'espace disque dur, l'installation des correctifs, ainsi de suite. On va peaufiner un petit peu ces modèles d'installation et on va pouvoir les sélectionner dans cette liste par la suite. Donc là, je valide. Je vais vous montrer comment on déploie l'agent. Donc pour déployer l'agent, ici vous avez un menu qui s'appelle Agent tout simplement. Donc là, c'est le mode manuel. On télécharge un agent, donc on voit qu'il y a un agent disponible pour Windows et pour OS X. Il y a également un agent Linux qui est disponible. Donc pour Windows, on a régulièrement deux versions disponibles, une version stable et une version release candidate. On peut apparenter ça à une version bêta. Il faut savoir que l'éditeur a un service de développement, on va dire, très avancé avec des tests qui sont réalisés de façon pointue. Donc je n'ai jamais eu de soucis avec des versions RC, n'hésitez pas à les exploiter, elles fonctionnent très bien. Donc ça c'est le mode manuel, c'est-à-dire je clique ici, ça me télécharge un exécutable et après je vais enregistrer, je vais mettre à l'intérieur mes accès de connexion. Deuxième possibilité, c'est le déploiement en masse. Donc je vais ici dans Agent, je fais télécharger l'agent et ici je clique sur télécharger le package d'installation du site. Je clique, ici ça me demande ma clé d'accès, donc je vais récupérer ma clé d'accès. Voilà, la clé, ce qu'ils appellent la clé d'accès, c'est vraiment le tout premier mot de passe que vous avez reçu de la part de l'éditeur quand vous avez créé votre compte de test. Donc c'est un mot de passe un peu compliqué avec minuscules, majuscules et chiffres. Donc c'est uniquement ce mot de passe-là qui vous permet de générer les packages d'installation. Donc c'est une raison de sécurité, c'est l'éditeur qui a mis ça en place.
Donc là, j'indique ma clé, j'indique sur quel client et sur quel site je vais déployer les machines, quelle version de l'agent je souhaite installer. S'il y a un proxy, je configure bien entendu les paramètres nécessaires. Je fais suivant. Et là, on me propose donc les deux fonctionnalités. Donc, stratégie de groupe, un paquet MSI pour la GPO. Agent de télétravail, c'est tout simplement un exécutable silencieux que je vais pouvoir déployer sur toutes les machines. Petite astuce, si vous utilisez des consoles antivirus telles que Kaspersky ou autres solutions, beaucoup d'entre elles sont capables de déployer des exécutables. Donc n'hésitez pas à injecter l'exécutable dans la console antivirus qui fera le travail très simplement pour déployer les agents sur le parc. Très bien, là on a vu quand même une étape importante, c'est l'étape qui permet de rattacher vos machines à cette console de gestion, de supervision. Est-ce que vous avez des questions particulières sur le déploiement des appareils? Donc n'hésitez pas, vous avez un panel à questions, ou sinon levez la main pour que j'ouvre votre micro. Oui, Frédéric? Oui, la question est de savoir, est-ce qu'il y a un port particulier du Wi-Fi? Non, pour communiquer, l'agent utilise les ports enfin 80 et 443, donc c'est normalement ouvert sur toutes les machines. Il n'y a que pour des fonctionnalités, on va dire, environnantes, comme par exemple la prise en main à distance, l'installation des correctifs, où il y a des ports particuliers qui peuvent être utilisés. Mais si tu veux, je t'enverrai la liste par mail. Mais enfin, généralement, tous les ports sont ouverts par défaut sur une machine. Il n'y a que dans des environnements, on va dire, plus sécurisés où ça sera peut-être plus complexe. Voilà, si j'oublie de t'envoyer la liste, n'hésite pas à me relancer par mail, je t'enverrai ça. Alors, on a une autre question. Quel est le cryptage utilisé pour connecter le site dans le cloud? Alors là, j'ai plus le nom en tête, c'est une technologie assez complexe, je n'ai pas retenu ça, mais je peux vous envoyer la documentation par mail. En termes de sécurité, il y a quelque chose de très avancé qui a été fait. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les agents sur le PC en lui-même ne collectent que des informations relatives au hardware et au software. Par exemple, l'agent n'a pas accès au dossier Mes documents pour extraire des informations du PC. Et après, deuxième information, comme vous l'avez souligné, la communication bien sûr entre l'agent sur le PC et le cloud est cryptée. Je n'ai plus la technologie de cryptage en tête, mais je vous enverrai la réponse par mail. Apparemment, il n'y a pas de questions complémentaires, donc je vais poursuivre. Donc une fois qu'on a créé son client, créé son site, déployé l'agent, on va voir des machines apparaître dans la console. Donc voici à quoi ressemble votre console une fois que des serveurs sont déployés. Donc nous on utilise au quotidien la plateforme Max Remote pour surveiller notre installation en interne. Je vais faire un tour rapide de la console pour voir, on va dire un petit peu la légende, expliquer comment elle fonctionne de façon globale. Donc, comme je l'ai dit, une partie serveur, une partie poste de travail, une partie appareil mobile et une partie service qui est relative à la gestion de services cloud. Pour chaque appareil, donc quand on sélectionne une machine, on voit un deuxième panel apparaître dans la partie inférieure de l'écran, donc avec plusieurs onglets, un onglet sommaire, un onglet panne, ainsi de suite. L'onglet sommaire est vraiment important, il est relatif, on va dire, à l'état de santé de l'agent tout simplement et à toutes les fonctionnalités qui sont déployées sur la machine. Donc on voit la version de l'agent, on a des informations sur la machine également, donc le système d'exploitation qui est utilisé. On voit un mini inventaire matériel, ça peut être utile pour savoir sur quel type de machine on travaille. On a un état des contrôles en cours. Il y a deux types de contrôles qu'on verra juste après. Donc là, on voit qu'il y a un contrôle 24/7 qui est en erreur. Et on a l'adresse IP, ça peut être sympa pour faire de la maintenance sur l'appareil. Ici, on a l'onglet panne. L'onglet panne retrace l'historique des pannes enregistrées sur le poste. C'est exploitable en cas de, on va dire, si on voit qu'une panne est récurrente sur une même machine, par exemple la vitesse du disque, enfin la file d'attente sur le disque qui est très souvent en erreur, c'est peut-être signe que le disque utilisé sur le serveur a été sous-dimensionné en termes de tours minutes. Donc là, ça peut être l'occasion de montrer au client, lui dire, ben là, regardez,
votre application elle est lente, votre serveur est lent parce que le disque est exploité en permanence. Il faut peut-être investir dans un nouveau matériel pour que ça fonctionne un peu mieux. Donc n'hésitez pas à exploiter toutes les informations qui vous sont remontées dans cette console pour générer un petit peu de business complémentaire. Ça ne fait pas de mal. Ici, vérification. Donc là, c'est vraiment tous les contrôles qu'on a mis en place sur le serveur. Donc là, sur ce serveur, on surveille par exemple l'espace disque, les vérifications de performance, donc qui sont relatives au processeur, la RAM, au disque dur, les vérifications des journaux d'événements. On verra en détail toutes les vérifications qu'on peut mettre en place sur une machine. Ici, commentaires. Donc on peut lancer des commentaires, on peut laisser des commentaires sur les machines. Là, on voit que ma première machine est en rouge parce qu'elle est en maintenance, tout simplement. Elle a été déconnectée pour une migration. Donc, il y a un mode maintenance qui est disponible sur la console. Vous faites clic droit, mode de maintenance, donc démarrer. En fait, le mode de maintenance vous permet de dire à la plateforme, je vais intervenir sur ce serveur. Ça ne sert à rien de m'envoyer des alertes. Je sais très bien qu'il y a des choses qui ne vont pas aller sur l'appareil. Donc, le mode maintenance a été ajouté cette nuit dans la console. Vous verrez, si vous utilisez la solution, des mises à jour sont faites très régulièrement, des ajouts de fonctionnalités sont faits quasiment tous les mois. Donc là, on voit qu'il y a un commentaire qui a été laissé, migration en cours. Les tâches, on peut mettre en place des tâches automatisées sur des machines ou bien sur tout un site directement. Les tâches automatisées vont nous permettre deux choses. Première chose, ça va être automatiser tout ce qui est chronophage, comme je l'ai dit. Des tâches quotidiennes qui nous prennent du temps, on va lancer un script qui va se faire régulièrement. Deuxième fonctionnalité, ça va être peut-être du gain, on va dire, de productivité sur les machines, parce qu'on peut lancer une défragmentation par exemple, on peut lancer un nettoyage des fichiers temporaires, tout un tas de petites actions qui, au bout du compte, quand on cumule toutes ces actions, ça permet d'avoir une machine plus fluide et plus performante. Alors apparemment, il y a une question. Je vois l'onglet serveur, poste de travail, app mobile. Il n'y a pas d'onglet routeur ou switch, pas de découverte SNMP. Pour le moment, il n'y a pas de, on va dire, d'agent de découverte réseau. Cette fonctionnalité nous a été annoncée il y a 15 jours de ça lors d'une conférence avec l'éditeur. Donc ils nous ont montré des premiers screenshots, c'est déjà quasiment développé, ça va arriver d'ici peu. Normalement, c'est prévu pour le mois d'avril. Donc un agent de découverte réseau qui aura deux fonctionnalités. Première fonctionnalité, on arrive chez un client qu'on ne connaît pas, on s'installe sur une machine, on demande des droits suffisants avec des privilèges nécessaires pour accéder à tout le réseau. Cet agent va scanner l'intégralité du réseau et vous faire remonter tous les appareils présents sur le parc, donc tout ce qui a une adresse IP tout simplement, donc routeur, switch, imprimante, point d'accès Wi-Fi, téléphone, ainsi de suite. Deuxième possibilité, un client sur lequel vous avez déjà de la supervision en cours, vous mettez en place cet agent, et cet agent en fait va être, on va dire en veille si je peux dire, il va scanner quotidiennement le réseau et vous indiquer si des nouveaux appareils ont été détectés. Donc on va dire, des fois les utilisateurs ont tendance à brancher des PC perso sur le parc de l'entreprise. C'est une menace potentielle parce que les PC ne sont peut-être pas protégés par un antivirus. Donc là, grâce à cette technologie, on va être capable de prendre des actions dès qu'un nouvel appareil va être connecté au réseau. Ici, on retrouve un onglet équipement. L'onglet équipement est un inventaire matériel et un inventaire logiciel de l'appareil, bien plus poussé que celui qu'on trouve dans le sommaire. Et ici, correctif. On y vient juste après, mais la console intègre un système de gestion des correctifs, correctifs Windows et correctifs de logiciels tiers comme Java, Flash Player, ainsi de suite, donc qui peut être très utile. La console après en termes de, on va dire, notification. Ici, par exemple, on voit que mon serveur a été mis en sorte de, on va dire, orange ou une couleur différente des autres, c'est qu'il est en mode maintenance, tout simplement. Une croix rouge veut dire qu'il y a quelque chose en échec, quelque chose qui ne va pas. Une coche verte veut dire que les contrôles se sont passés correctement. Là, vous pouvez avoir du rouge également sur la dernière communication. Là, on voit que l'agent n'a pas communiqué depuis 5 jours. Ça peut être signe d'une défaillance. Ici, on retrouve l'heure du dernier démarrage de l'appareil. Vous avez
une deuxième console, si je peux dire. Ici, vous allez dans Affichage, suivi d'actifs, et c'est vraiment une console qui est dédiée à l'inventaire du parc. Donc ici, on retrouve tous ses clients, on choisit son client, et on a un inventaire du parc qui est réalisé. Donc on retrouve tous ces serveurs, tous ces PC, avec des informations donc avancées. La liste des mises à jour installées, ainsi de suite. Vraiment quelque chose de poussé. On voit qu'il y a des champs personnalisables, donc on peut ajouter des champs si on le souhaite, pour peaufiner un petit peu les informations qui sont remontées. Et fonctionnalité très intéressante, c'est que la console, comme je l'ai évoqué, est capable de générer des rapports très simplement. Là, on peut générer un rapport sur l'inventaire du client. Donc je choisis mon client, et là ça me génère un fichier vraiment très simple à comprendre, très synthétique, avec toutes les infos, on va dire les infos vitales qu'on demande, l'OS, un petit peu d'infos sur le hardware, des infos software également, avec vos champs personnalisés qui apparaissent. Donc si un client vous dit faites-moi un état du parc, vous installez les agents et vous êtes capable de générer un inventaire très complet. Autre fonctionnalité, ici on a un rapport qui s'appelle rapport de modification. Le rapport de modification vous permet en fait d'être notifié de tout ce qui a été changé en termes de hardware et de software sur les serveurs ou sur les PC. C'est très utile pour tracer des pannes, car régulièrement le client vous appelle, il vous dit oui, mon PC marche pas, mais moi j'ai rien fait sur la machine. Et là, on regarde un petit peu de plus près et on voit que sur la machine, il y a une toolbar qui a été installée, un logiciel qui a été supprimé, enfin tout type d'intervention faite par le client final. Ça nous permet de diagnostiquer la panne et d'intervenir au plus vite. A-t-on accès au numéro de série des machines et donc la garantie via un lien vers le site du constructeur? Oui, on a accès au numéro de série. Par contre, le lien, on va dire, vers le site du constructeur est disponible que pour Dell aujourd'hui. Et ça va être étendu à différents fabricants. Alors, je ne sais pas si on a des appareils Dell, je ne crois pas. Mais là, on voit le numéro de série qui est remonté. Et quand c'est une machine de la marque Dell, il se met en bleu. On clique dessus et on arrive directement sur le site du fabricant. Non, là, malheureusement, j'en ai pas de disponible pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, alors faites attention, certaines personnes qui débutent sur la console se font avoir par ici. Il y a un petit des filtres que l'on peut appliquer. Moi, ce que je vous conseille d'utiliser, c'est le filtre qui s'appelle tous les serveurs. Comme ça, on a vraiment toutes les machines qui sont référencées dans la console. Là, on va passer peut-être plus en détail sur les types de services et vérifications qui sont disponibles. Est-ce que vous avez des questions sur cette première partie ? Que ce soit sur la console dans sa globalité, sur une fonction peut-être que j'ai évoquée. Apparemment, il y a une main levée. Oui, Frédéric? Juste une petite chose, donc on a vu serveur, poste de travail. Appareil mobile, c'est quoi pour toi? En fait, appareil mobile, ça va être tout ce qui est tablette et smartphone, enfin tout ce qui est sous Android ou iOS et même Windows Phone. Donc je vais le présenter juste après. Ça permet de gérer des flottes mobiles chez le client. Okay. Voilà, on en reparle après. Merci. De rien. Alors là, on va passer plus en détail sur tout ce que l'on peut mettre en place sur un serveur. Alors je vais prendre peut-être un serveur qui est en fonctionnement, ça sera plus parlant. Voilà, le serveur de démo, il y a quasiment tout qui est installé dessus. Donc en termes de vérification, nous avons deux grandes familles. Les vérifications 24/7, elles sont très récurrentes. Elles vont se faire toutes les 5 minutes, tous les quarts d'heure, toutes les demi-heures, toutes les heures. C'est à vous de définir la fréquence. Vérification de sécurité journalière, elles portent bien leur nom, elles sont faites une seule fois par jour. Alors les vérifications 24/7, qu'est-ce qu'on retrouve dedans? Un contrôle de script. Donc là, les contrôles de script, il y a tout un panel de scripts qui est proposé par l'éditeur, donc qui sont prédéfinis. Et ici, on voit qu'il y a une section qui s'appelle définie par l'utilisateur. Donc vous serez capable de créer et d'uploader vos propres scripts dans la console Max Remote et après de les exploiter sur les appareils. Donc grâce au script, on peut faire vraiment beaucoup de choses, automatiser des tâches, remonter des informations, exécuter des actions.
Donc vous trouverez certaines utilités. On voit que là, moi, j'ai des scripts disponibles pour faire remonter les clés de licence Office. Ça peut être très pratique dans certains cas. Je sais qu'il y a quelques mois de ça, Microsoft a lancé des campagnes de vérification sur beaucoup de clients. Donc c'est utile, on fait remonter la clé licence Office et on imprime le rapport, on le donne à l'inspecteur et le tour est joué. Ça permet de gagner beaucoup de temps au lieu de passer sur chaque appareil. Donc si vous le souhaitez, je vous enverrai par mail un lien. Il y a une communauté donc qui est on va dire entretenue par les utilisateurs de Max Remote et par l'éditeur lui-même, avec tout un panel de scripts, enfin tout un panel de scripts disponibles que l'on peut tout simplement télécharger et uploader dans sa console pour les utiliser par la suite. Donc des scripts pour tout type de fonctions, la sécurité, la remontée d'informations, l'automatisation de tâches. Il y a même un script qui est disponible qui permet de déployer des logiciels à distance. Donc n'hésitez pas à me demander ce lien. Je crois que je l'ai pas de disponible ici, mais c'est la communauté, c'est Fix IT. C'est Fix It Script. Enfin, je vous enverrai le lien. Voilà, c'est ça la communauté. Donc ici, on voit une catégorie qui s'appelle Max Remote Management avec 298 scripts disponibles à l'intérieur. Mais ce que je fais, je vous mets le lien sur le chat, comme ça vous pouvez y accéder directement. Donc n'hésitez pas à consulter cette base de connaissances, elle est vraiment très complète. Donc vérification de script, vérification de l'analyse de bande passante. Là, ça va être utile pour analyser l'utilisation de bande passante faite par une carte réseau ou bien par un routeur. On va indiquer donc la cible, la carte réseau ou le routeur. On va définir des seuils d'alerte, seuil en upload, seuil en download, et être alerté si ces seuils sont franchis. Vérification de l'espace disque dur. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé, un serveur qui tombe en panne parce qu'il n'a plus assez d'espace disque disponible. C'est vraiment dommage, c'est quelque chose que l'on peut facilement interpréter grâce à Max Remote. Donc on met en place ce contrôle, on dit à la console s'il y a moins de 20% d'espace disque disponible, par exemple, tu m'envoies une alerte. Donc on peut fixer le seuil soit en pourcentage d'espace libre, soit en quantité, en volumétrie, dire s'il y a moins de 10 gigas d'espace libre, tu m'envoies une alerte. Vérification de la taille du fichier. Cette fonction vous permet de cibler donc soit un fichier, soit un dossier, et de dire à l'agent, attention, si ce fichier ou ce dossier dépasse une certaine taille, tu m'envoies une notification. Donc ça peut être utile pour monitorer, on va dire, des bases de données. Il y a certaines bases de données, si elles dépassent une certaine taille, elles ne sont plus exploitables. Donc on va mettre en place cette vérification et on sera alerté donc un petit peu avant que la base de données atteigne une taille critique. Vérification de performance, donc là c'est vraiment de la supervision pure. On va analyser tout ce qui est utilisation du processeur, utilisation de la RAM, du disque dur, les files d'attente de lecture, files d'attente d'écriture, vraiment tout ce qui est attrait au hardware, au cœur on va dire du serveur. C'est là-dedans que l'on va configurer ces différentes alertes. Vérification de site web. Cette fonction va nous permettre on va dire, surveiller une page web. On va indiquer donc le lien d'une page web, par exemple www.whatsoft.com, et on va dire au système, sur cette page web, tu dois détecter le mot Whatsoft. Donc la console va lancer des scans réguliers de cette page web, et si un jour elle voit que le texte a changé, par exemple il y a écrit erreur 404, ça veut dire que le site ne marche plus, ou pire que ça, le texte a été modifié peut-être par un hack du site web. Donc là, cette fonctionnalité nous permet d'être alerté quasiment en temps réel. Donc souvent, cette fonction est utilisée pour des sites marchands. On doit être informé si le site marchand ne fonctionne plus, parce que ça peut entraîner de la perte de chiffre d'affaires. Vérification de services Windows. Cette fonction va nous permettre de surveiller et analyser des services critiques sur les machines. Donc ici, par exemple, il y en a quelques-uns qui sont mis en place. Donc on voit que le service est surveillé en continu. Donc si le service ne démarre pas au démarrage du serveur ou si le service s'arrête pendant le fonctionnement de la machine, une alerte est émise. Vous avez la possibilité d'aller encore plus loin, c'est-à-dire demander à la console de relancer automatiquement un service s'il s'arrête. Donc vous faites clic droit
et là vous lui demandez de redémarrer le service s'il s'est arrêté. Donc là, on voit qu'il y a un champ qui s'active, alerter si le service est redémarré 4 fois sur une durée de 24 heures. Donc là, ça veut dire que le service devient instable pour X raisons. Il y a une notification qui vous sera envoyée disant « Attention, le service s'est arrêté, je l'ai redémarré, ça fait déjà au moins 4 fois que je l'ai redémarré, faut jeter un œil, il y a quelque chose d'anormal qui se déroule sur l'appareil. » Fonctionnalité suivante, la vérification des journaux des événements. Donc ces journaux d'événements regorgent d'informations importantes relatives à l'état de santé ou bien à la sécurité de la machine. Donc grâce à cette vérification, on va pouvoir aller interroger des journaux d'événements, donc soit un journal d'événements précis pour faire remonter un ID particulier, soit des journaux, on va dire, un petit peu plus généralistes, comme journaux d'événements critiques, journal de sécurité. Donc il peut nous remonter les 10 derniers événements enregistrés dans le journal des événements. Donc n'hésitez pas à exploiter les informations qui sont remontées. Ici on voit qu'il y a des éléments qui ont été détectés, par exemple application. Donc les infos vous sont remontées directement. Ça permet d'avoir un historique de ce qui a été fait un petit peu sur l'appareil. Vérification ping, donc là, ça va être très simple, on va indiquer une adresse IP, l'agent va essayer de communiquer avec cette IP, si la communication n'a pas pu être établie, une alerte est déclarée. Vérification SNMP, donc là, ça nous ouvre de larges portes en termes de surveillance et de monitoring réseau, car aujourd'hui, quasiment tout périphérique est compatible SNMP, donc on va être capable soit de faire de la supervision pure, soit de la remontée d'informations. La plupart du temps, vos confrères qui exploitent la plateforme utilisent cette fonction pour surveiller des cartes RAID. On sait très bien qu'une carte RAID qui tombe, ça peut faire très mal en termes de maintenance. Donc là, on va surveiller la carte RAID et être alerté donc si la carte RAID devient défaillante. Il me semble que sur ce serveur-là, d'ailleurs, on a un petit problème de carte RAID. Ben là, on le voit. La carte RAID s'est mise en état dégradé. Donc, une erreur a été déclenchée directement. Donc en termes de contrôle, vous pouvez voir que dans la console elle-même, il y a une liste de fournisseurs qui est assez étendue. Si malheureusement votre matériel ne se trouve pas dans cette liste, vous pouvez quand même configurer manuellement les vérifications SNMP. Vérification TCP, donc là ça va être concernant les ports, donc l'ouverture ou la fermeture des ports. En fait, on peut utiliser cette fonction dans les deux sens. Donc soit si on veut vérifier si un port est accessible, donc on va lui dire tu vérifies tel port, s'il n'est plus accessible, tu m'envoies un mail, ça marche dans l'autre sens. On veut qu'un port soit absolument fermé pour des raisons de sécurité. Si le port a été ouvert pour X raisons, une alerte va être émise. Donc là, ça peut être utile pour monitorer, on va dire un petit peu tout sur le réseau. Ça peut être même utile pour de la voix sur IP, utile pour un serveur de mail. On va voir si le SMTP fonctionne, etc. Est-ce que vous avez des questions sur ce que je viens de présenter? Donc là, c'est quand même relativement important. C'est la surveillance à l'état pur sur ces vérifications 24/7. Des questions particulières, peut-être des choses que vous souhaitez que j'approfondisse? Non, apparemment tout a été clair. Ben, je vais poursuivre avec les vérifications de sécurité journalière. Donc les vérifications qui sont exécutées une seule fois par jour. Qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur? Donc contrôle d'intégrité du disque dur. Le contrôle d'intégrité du disque dur, c'est tout simplement une remontée Smart sur l'état des disques. Donc bien sûr, il faut un disque dur compatible Smart. Si le disque dur est compatible Smart, l'agent va communiquer avec grâce à cette technologie et vous alerter si quelque chose de défaillant a été détecté sur le disque dur. Contrôle de script, là c'est exactement la même fonction que dans les 24/7, sauf que le script sera lancé une seule fois par jour. Par exemple, si vous exploitez un script pour faire remonter les numéros de licence Office, normalement votre licence Office ne change pas toutes les 5 minutes, donc une seule fois par heure, c'est largement suffisant. Contrôle de la taille de la banque Exchange. Si vous utilisez Exchange, l'agent sera capable de communiquer avec la base Exchange et vous informer de la taille. Donc si la taille devient critique, ça peut entraîner
des ralentissements sur le serveur Exchange. Donc là, vous pouvez être informé directement. Vérification de l'antivirus. Donc là, vérification de l'antivirus, on a deux possibilités. Première possibilité, premier cas qui se présente, aujourd'hui vous travaillez avec Kaspersky, Symantec, Note32, enfin tout type de solution antivirus. On va voir que la liste prise en charge par l'agent est assez complète, donc quasiment tous les antivirus du marché sont pris en charge. Quand je dis pris en charge, c'est que l'agent va savoir communiquer avec cet antivirus et vous informer si la base virale ne s'est pas mise à jour. Donc aujourd'hui, avec les menaces telles que les cryptolockers, il faut avoir une base virale à jour en permanence, sinon ça peut être très dangereux pour la sécurité du réseau. Donc là, c'est une fonction qui vous permet d'assurer cela, d'être sûr que votre antivirus est à jour. Deuxième possibilité, vous n'avez pas d'antivirus favori, vous venez d'installer une machine, vous souhaitez déployer facilement un antivirus sur l'appareil. Donc là, la console vous propose de déployer son propre antivirus. Donc c'est la technologie Viper qui est utilisée. Comment ça fonctionne en fait? Cet antivirus se déploie de façon autonome. On installe uniquement l'agent de supervision. Une fois que l'agent de supervision est déployé sur le poste, il s'est déployé tout seul, donc l'antivirus proposé par l'éditeur. Donc d'un simple clic, on peut déployer cette technologie, donc la technologie Viper de GFI Software. On voit que cet antivirus est très simple à utiliser, donc on clique dessus, on voit que les scans sont OK, que la protection est active, que la base s'est mise à jour. L'avantage de cette technologie, c'est qu'il est relativement peu gourmand en termes de performance. Il intègre donc les trois briques que l'on attend d'un antivirus, donc c'est-à-dire un moteur viral, un anti-malware et un filtre en temps réel du web. Donc ça permet d'avoir une protection renforcée tout en gardant un poste qui est utilisable, qui ne sera pas donc paralysé par un scan antivirus par exemple. Donc là, ce que je vous présente, ça paraît très simple, mais si on veut, on peut aller beaucoup plus loin dans les paramétrages, mettre en place des stratégies. On peut même indiquer à l'antivirus, lui dire lorsque tu fais un scan, la priorité sur le processeur, c'est une priorité basse, comme ça tu utilises encore moins de ressources et ça ne pénalise pas l'utilisateur. Le gros point fort donc pour vous d'utiliser cette technologie, c'est que toutes les informations vous sont directement remontées dans la console. Donc là, on voit les différentes analyses qui ont été menées, les erreurs qui ont été détectées, les menaces qui ont été détectées. Si une menace est détectée, elle est mise en quarantaine. On peut soit donc supprimer de la quarantaine, soit libérer le fichier de la quarantaine. Donc c'est vraiment quelque chose de très simple et efficace pour protéger des machines. Peut-on déployer d'autres antivirus que Viper? Donc la console intègre Viper par défaut. D'ici peu, ça sera la technologie Bitdefender qui sera proposée à l'intérieur de la console. Mais par contre, on ne peut pas déployer d'autres solutions, on va dire, aussi simplement. Vous pouvez le faire via un script qui va déployer votre antivirus avec un exécutable silencieux, mais sinon ça ne sera pas géré par défaut, si on peut dire. Alors, hop. Vérification de la sauvegarde. Là, c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, vous avez déjà une solution de sauvegarde, donc Acronis, Shadow Protect, Backup Assist, tout type de solution de sauvegarde. La console est capable de communiquer avec le logiciel et vous informer si une des sauvegardes n'a pas fonctionné. Deuxième possibilité, vous pouvez déployer l'outil de sauvegarde qui est proposé par l'éditeur. Donc c'est un outil de sauvegarde en ligne que l'on peut même appeler un outil de sauvegarde hybride, car par défaut, il va vous envoyer quand même les données donc sur le cloud de l'éditeur. Il faut savoir que les données sont stockées en Allemagne, donc ça ne quitte pas l'Union européenne, il n'y a pas de souci avec le Patriot Act ou autre chose du genre. Ça se déploie très simplement, donc d'un simple clic, on met en place la sauvegarde. Une fois que l'utilitaire de sauvegarde est déployé sur l'appareil, on peut donc le lancer. On voit qu'on peut bloquer bien sûr l'accès à la plateforme au gestionnaire de sauvegarde pour ne pas que le client final aille modifier les réglages. Donc voici à quoi ressemble l'utilitaire. Donc il se lance dans une page web très simple à utiliser. Donc un onglet qui nous informe de l'état de réussite des sauvegardes, un onglet où on va paramétrer le calendrier de sauvegarde,
et la sélection de sauvegarde, un onglet restauration. Ce que j'appelle hybride en termes de technologie, c'est que donc par défaut il envoie les données dans le cloud, mais on a la possibilité d'activer une option qui s'appelle Local Speed Vault et qui va vous permettre de faire une copie des fichiers en local. Donc pour des raisons de sécurité, pour des raisons de rapidité de restauration, on aura une copie en local, donc en local sur un NAS, sur un disque dur externe, même une clé USB si vous le souhaitez, n'importe quel support pourra donc avoir une copie des fichiers qui ont été envoyés sur le cloud. Donc le produit est très polyvalent en termes de technologie. Il sait bien sûr faire des sauvegardes de fichiers et de dossiers, mais il sait également faire des sauvegardes d'état système pour restaurer une machine dans sa totalité par la suite. Il sait sauvegarder quasiment toutes les bases de données, donc SQL, MySQL, Oracle, SharePoint, ainsi de suite. Il sait sauvegarder du Exchange, du VMware, enfin vraiment quelque chose de très polyvalent. Donc n'hésitez pas à tester la fonctionnalité. Elle fonctionne vraiment très bien. C'est du Delta Block qui est utilisé, donc même sur des clients qui ont une bande passante relativement faible, vous pourrez utiliser cette technologie. Il faut savoir que donc la première sauvegarde, qui est quand même plus volumineuse, parce que c'est la sauvegarde principale, il y a des solutions qui sont mises à votre disposition si votre client a une connexion Internet trop faible. Donc première solution, l'éditeur vous envoie un disque dur directement, vous mettez les données à l'intérieur, donc les données sont compressées et cryptées. Vous renvoyez le disque à l'éditeur fait la première sauvegarde, et après donc c'est le cycle de Delta Block, donc d'incrémentiel qui reprend son cours. Deuxième possibilité, vous avez la chance d'avoir chez vous, ou au bureau, une connexion style SDSL ou même mieux fibre optique. Vous allez être capable de faire l'upload à la place de votre client. Donc c'est-à-dire vous allez chez le client final, vous prenez un support de stockage, vous mettez les données dessus grâce à un utilitaire qui va les compresser et les crypter. Vous revenez chez vous, vous relancez cet utilitaire et il va uploader les données sur le compte de sauvegarde du client. Donc en plus de ça, le tarif proposé par l'éditeur est relativement attractif. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez plus d'infos sur la sauvegarde. Vérification de la taille du fichier. Donc là on retrouve la même fonctionnalité que dans les vérifications 24/7, c'est-à-dire que l'on va indiquer donc une cible, un fichier ou un dossier et être alerté si ça dépasse une taille précise. Vérification de la taille sélectionnée de la sauvegarde. Cette option est disponible que si vous utilisez la sauvegarde proposée par l'éditeur. Elle vous permet de mettre en place des sortes de quotas. Si vous ne souhaitez pas que votre client sauvegarde plus de 10 gigas, par exemple à 10 gigas, une alerte sera émise. Vérification des journaux d'événements, donc là c'est la même fonctionnalité, sauf que c'est vérifié une seule fois par jour. Donc on va interroger différents journaux d'événements et faire remonter des événements précis si on le souhaite, ou faire remonter des événements critiques qui auraient été notifiés. Vérification du taux de croissance du disque dur. En fait, cette fonction compare l'espace disque utilisé aujourd'hui par rapport à ce qu'il était hier, et ça vous permet d'être notifié de fluctuations de données très importantes. Par exemple, beaucoup de données ont été stockées, beaucoup de données ont été supprimées. Ça peut être signe qu'il y a quelque chose de malveillant sur le serveur, donc une menace qui stocke ou qui supprime certains de vos fichiers. Vérification WSUS. Donc là, on touche encore une fois sur tout ce qui est la sécurité. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de menaces qui sont présentes dans l'environnement IT. L'installation des correctifs Windows et même des correctifs de logiciels tiers est une première barrière à ces menaces. Donc souvent, ils exploitent des failles dans certaines fonctionnalités du système. Donc la vérification de WSUS vous permet de communiquer avec votre serveur WSUS si vous en avez un et être alerté si des postes n'ont pas tous les correctifs déployés. On sait qu'un serveur WSUS, c'est pas forcément facile à mettre en place, ça prend du temps, c'est pas facile à manager. L'éditeur vous propose une alternative, c'est la gestion des correctifs. Donc là, vous utilisez la technologie proposée par l'éditeur qui est capable de gérer les correctifs Windows, mais pas que. Il sait gérer les logiciels tiers comme Firefox, Java, FlashPlayer. Vous savez, toutes ces petites mises à jour qui embêtent vos clients finaux parce qu'ils voient quelque chose qui clignote, ils savent pas trop quoi faire. Des fois, ils n'ont même pas les droits administrateurs pour installer la mise à jour. Donc, ils vous dérangent au téléphone. Là, ne vous embêtez plus. Vous utilisez la technologie qui est intégrée dans la console, qui va installer automatiquement les correctifs. Il y a deux types de modes d'installation. Un mode manuel, donc là, c'est vraiment vous qui choisissez quelle mise à jour installer. Ou sinon, un mode automatisé.
vous allez dire à l'agent, par exemple, 2 fois par semaine, tu m'installes les correctifs. Comme ça permet de garder le parc à jour. Vous maîtrisez complètement l'arborescence, on va dire, des mises à jour que vous souhaitez installer, et vous maîtrisez aussi le cycle de redémarrage. Donc si vous ne souhaitez pas que votre serveur soit redémarré, c'est tout à fait possible. Il y a une politique qui est à configurer disant soit tu redémarres donc le serveur à chaque fois que des correctifs sont installés, tu redémarres que quand c'est nécessaire, ou tu redémarres jamais le serveur, tu me laisses faire, c'est moi qui décide quand on redémarre l'appareil. Bien sûr, il vous envoie quand même une notification disant attention, un redémarrage du poste est nécessaire pour appliquer tous les correctifs. Donc un outil vraiment polyvalent et puissant, testez-le. C'est vrai que c'est un service complémentaire à proposer à vos clients, lui assurer la sécurité du parc en installant les patchs de mise à jour. Échec de la vérification de la connexion. Alors là, on l'a pas mis en place sur cette machine. Mais en fait, cette fonctionnalité vous permet d'analyser un petit peu, de faire une audit de sécurité du poste et d'être alerté en cas de tentative de hack. En fait, cette fonction interroge les journaux d'événements et vous alerte si un trop grand nombre de connexions échouées, on va dire, avec une combinaison mot de passe et identifiant erroné, sont enregistrés sur l'appareil. Donc des fois, c'est des attaques extérieures qui proviennent de bots, tout simplement, qui attaquent votre serveur, qui essaie de se connecter avec des milliers de tentatives, donc du brute force. C'est quelque chose qui peut ralentir votre machine, parce que mine de rien, le serveur traitait 10 000 tentatives de connexion dans une journée, ça lui demande du boulot, ça ralentit la performance de l'appareil. Donc n'hésitez pas à utiliser cette fonction, elle apporte 2 avantages, donc un avantage en termes de sécurité, et un avantage en termes de performance qui ne seront pas, on va dire, gaspillés pour traiter des demandes inutiles. Il me semble qu'on a fait le tour. Ouais, on a fait le tour donc des vérifications de sécurité journalière. Avez-vous des questions là-dessus? Donc par contre, prenez bien en considération que ces vérifications de sécurité journalière sont faites une seule fois par jour. Ça a relativement une incidence pour la vérification de l'antivirus et la sauvegarde. Par exemple, pour l'antivirus, on va prendre un exemple qui arrive assez souvent, vous avez configuré la vérification de l'antivirus à 8 heures du matin. Le souci, c'est qu'à 8 heures du matin, le PC est peut-être tout juste allumé, il n'a pas eu le temps de télécharger sa base de correctifs, et là, la console va se mettre en erreur, disant « Attention, il n'a pas la dernière signature en termes de mise à jour de l'antivirus ». C'est tout simplement parce qu'on a vérifié trop tôt. Moi, ce que je conseille de faire, c'est mettre la vérification de l'antivirus, par exemple, à 10 heures du matin. Logiquement, les postes sont allumés et ont eu le temps de télécharger tout ce qu'il faut pour se mettre à jour. Donc des questions particulières ou on poursuit la présentation? Apparemment pas de questions. On va poursuivre. Donc fonctionnalité. Donc là on a vu tout ce qui a trait à la remontée d'informations, remontée d'alerte. Quand une alerte est détectée, on doit être capable d'intervenir sur la machine. Donc là, je vais vous présenter tout ce qui est intervention, donc prise en main à distance. Il y a différentes solutions qui vous sont proposées. La première solution, qui est la plus simple, c'est le Tech Control. Donc le Tech Control, il va se déployer sur les machines de façon autonome, donc comme l'antivirus ou comme la sauvegarde en ligne. Il suffit juste d'avoir l'agent de supervision sur le poste pour déployer l'outil de prise en main à l'intérieur. Donc Tech Control, en fait, c'est tout simplement de la technologie TeamViewer qui a été rebadgée pour Max Remote. Il faut savoir que l'éditeur de Max Remote Management, donc Logicno, possède la technologie TeamViewer, c'est le propriétaire, on va dire, de la filiale TeamViewer. Donc bien entendu, ils ont choisi d'intégrer la technologie à l'intérieur de leur plateforme. Comment ça fonctionne? Donc ici, on va dans Paramètres. Donc c'est dans l'onglet Paramètres que vous allez déployer toutes les fonctionnalités, que ça soit donc la prise en main à distance, la gestion des correctifs, l'antivirus, la sauvegarde et d'autres fonctions qu'on verra par la suite. Donc vous cliquez ici sur Paramètres de Tech Control. Vous allez voir votre liste de serveurs, enfin votre liste de clients, donc il y a une partie serveur, une partie poste de travail. Si on souhaite l'activer que sur les postes de travail, on sélectionne poste de travail et on met actif. Si on souhaite l'activer que sur les serveurs, on fait la même chose ici. Donc on voit que quand le Tech Control est actif, on a des fonctionnalités que l'on peut configurer. Donc la demande d'un mot de passe, c'est-à-dire ça vous demande un mot de passe avant d'initier, enfin de lancer
la prise en main à distance. Par exemple, vous avez laissé votre console Max Remote ouverte, il ne faudrait pas que quelqu'un accède à un serveur et fasse des bêtises dessus. Autre fonction, c'est l'approbation de l'utilisateur. Certains clients finaux ne souhaitent pas que vous ayez la possibilité d'accéder n'importe quand sur leur poste. Donc, on peut demander la confirmation de l'utilisateur. L'utilisateur devra cliquer sur oui ou non pour lancer la prise en main à distance. Donc, une fois que vous avez activé la fonction, donc il y a un petit décalage entre le moment où on active la fonction et le moment où c'est réellement opérationnel. Donc, généralement, c'est 10 minutes, un quart d'heure, ça dépend de votre connexion Internet, parce que ça télécharge quand même un petit package pour s'installer. Une fois que c'est déployé, on voit qu'il y a un logo vert qui apparaît ici, donc en dessous de la petite parabole. On voit que c'est actif. Une fois que c'est actif, il vous suffit de sélectionner la machine, cliquez sur Tech Control ici, ça vous télécharge un fichier TVC, vous l'ouvrez donc avec le TeamViewer. Donc pour télécharger le TeamViewer, en fait, il vous est proposé dans la console, il ne faut pas utiliser un exécutable TeamViewer classique, il faut utiliser ce qu'on appelle ici le Tech Control Viewer. Donc en fait, le Tech Control Viewer, vous devez l'installer que sur les PC, donc les PC de vos techniciens qui vont lancer les prises en main à distance. Cet utilitaire, on ne l'installe pas sur le PC du client final. Donc le Tech Control Viewer, on le télécharge, donc c'est un exécutable, on l'installe. En fait, c'est tout simplement un TeamViewer 10 qui a été rebadgé pour le Tech Control. Et on ouvre donc les connexions à distance avec cet utilitaire. Deuxième possibilité pour faire des prises en main à distance, je reviens quelques secondes sur Tech Control. Le gros point fort, comme je l'ai dit, donc c'est la technologie TeamViewer qui est intégrée à l'intérieur. La technologie leur appartient, donc le gros point fort, c'est qu'on n'a pas à acheter les mises à jour des différents TeamViewer. C'est-à-dire que, par exemple, dans un an, TeamViewer 11 sera publié, TeamViewer 11 sera intégré à la console. Donc aujourd'hui, on est sur du TeamViewer 10. Les nouveautés sont intégrées directement sans surcoût pour vous. Alors il y a une question, s'il y a déjà un TeamViewer installé, y a-t-il un conflit? Très bonne question, ça me permet d'enchaîner, donc merci pour la transition. La deuxième possibilité en fait, c'est si aujourd'hui vous possédez déjà une licence TeamViewer que vous avez déployée chez vos différents clients, l'agent est capable de s'interfacer avec cette technologie. C'est-à-dire que quand on va installer l'agent de supervision sur le PC, il va scanner l'appareil et va vous dire ici j'ai détecté un TeamViewer, donc je me suis intégré avec, ce que j'appelle intégré. Donc c'est ici on voit une colonne TeamViewer, ici on voit qu'il y a un logo actif, ça veut dire que TeamViewer a été détecté, l'agent a réussi à créer la connexion. Donc si ici le petit logo est vert en dessous, vous avez un logo TeamViewer qui apparaît dans la console, il suffit de cliquer dessus et ça lance la prise en main à distance avec votre TeamViewer. Il faut savoir que cette fonctionnalité fonctionne à partir de TeamViewer 7 et que ça fonctionne uniquement si vous avez une licence professionnelle de TeamViewer et si le TeamViewer tourne en tant que service, c'est-à-dire que si vous avez coché la case qui s'appelle démarrer avec Windows. Si cette case n'est pas cochée, vous aurez une notification qui apparaît dans la fonction sommaire ici. Vous voyez, là j'ai le message qui apparaît. Installation existante. L'installation nécessite l'ensemble. Démarrer avec Windows pour finaliser le processus. Autre possibilité pour faire des prises en main à distance. Certains de vos clients ronchonnent quand vous utilisez des technologies type TeamViewer ou Tech Control parce que ça les bloque dans leur travail. Ils ne peuvent plus utiliser leur PC, c'est vous qui avez la main. C'est pour ça que l'éditeur vous a développé une fonctionnalité qui s'appelle les tâches de fond à distance. En fait, ces tâches de fond à distance vous permettent de lancer des commandes DOS sur l'appareil, en fait, travailler de façon invisible pour l'utilisateur final. Donc ici, on peut lancer des commandes DOS, par exemple, ipconfig, voilà, il y a les infos qui sont remontées. Donc grâce aux commandes DOS, on peut faire beaucoup de choses. Autre fonction, on a la liste des processus actifs sur l'appareil. On peut d'un simple clic droit terminer un processus, avoir des détails sur le processus, donc voir les ressources qu'il consomme pour voir si c'est pas quelque chose de suspect. Et en plus de ça, on peut ajouter directement une vérification dessus, c'est-à-dire c'est un processus critique pour le fonctionnement du serveur. On met en place un contrôle. S'il y a quelque chose d'anormal qui se passe sur ce processus, une alerte sera déclenchée. On a exactement la même chose pour les services.
Donc d'un simple clic droit, on peut démarrer, arrêter, redémarrer un service si on le souhaite, et ajouter une vérification dessus. Peut-on accéder aux machines installées avec TechControl via TeamViewer? Oui, c'est possible si vous avez un TeamViewer professionnel. Voilà, c'est la seule contrainte. Vous pourrez très bien l'ouvrir avec un TeamViewer classique, mais il faut qu'une licence soit intégrée à l'intérieur. Et il faut que ça soit TeamViewer 10, en l'occurrence. Avez-vous des questions sur la prise en main à distance? C'est vrai que c'est un point critique quand même, c'est avec l'outil, c'est l'outil que vous allez utiliser au quotidien pour travailler sur le parc client. Non, apparemment pas de questions complémentaires. On va passer aux autres possibilités. Donc, les appareils mobiles, j'en ai parlé en début de présentation. Aujourd'hui, vous le voyez de plus en plus chez vos clients, il y a de plus en plus de flottes mobiles. Donc, flotte mobile, c'est smartphone et tablette. Dans ces appareils, il y a des informations confidentielles que l'on doit être capable de supprimer en cas de perte ou de vol du téléphone. Donc, c'est pour ça que vous avez cette fonction de disponible. Donc, ça fonctionne sur iOS, Android et Windows Phone. Première fonctionnalité, c'est le sommaire. Le sommaire vous donne des infos sur le téléphone en lui-même, le modèle, la RAM, le stockage disponible, le numéro IMEI, ça peut être utile pour déclarer le vol ou la perte du téléphone. Et après, vous avez des fonctionnalités avancées. Donc vous pouvez par exemple approvisionner à distance des comptes de messagerie, des points d'accès Wi-Fi et des points d'accès VPN sur les appareils. Donc ça permet pour des utilisateurs novices de ne pas les embêter avec une manipulation. Tout ça se fait automatiquement. Vous avez la possibilité de traquer l'utilisation des datas sur le téléphone. Vous avez la liste des appels effectués, la liste des messages donc envoyés et reçus, la liste des applications installées et la géolocalisation. Donc ça peut paraître très intrusif comme système, donc ne vous inquiétez pas, il y a des stratégies que l'on peut créer. Il y a une stratégie qui s'appelle Bring Your Own Device, qui est une stratégie donc que l'on va déployer sur les téléphones qui sont utilisés à la fois pour un côté perso et un côté pro. Donc cette stratégie en fait permet uniquement de supprimer les données du téléphone à distance. Donc quand je dis supprimer les données, c'est formater le téléphone et la carte mémoire qui est à l'intérieur pour ne pas que les informations soient réexploitées par la suite. Donc n'hésitez pas à vous lancer, on va dire, dans ce nouveau business. Les tablettes, les téléphones, il y en a de plus en plus, c'est vraiment des mini-ordinateurs aujourd'hui. On doit être capable de les protéger. Proposez à vos clients des services relatifs à la flotte mobile. Je suis sûr et certain que vous avez des clients intéressés. Donc exploitez cette fonction. C'est très simple à mettre en place. C'est soit une application que l'on installe, soit un certificat. Ça dépend de la plateforme sur laquelle on travaille. Une fois que l'application est installée, on configure tout ça à distance. Donc vous pouvez déployer d'un seul coup toute une flotte d'appareils grâce à un fichier CSV. Donc pour ajouter un appareil, c'est ici. Plusieurs appareils. Ici vous uploadez un fichier CSV avec toutes les infos de chaque appareil et ça enverra donc soit un SMS, soit un mail à l'appareil. Dans ce SMS ou dans ce mail, il y a un lien, on clique sur le lien, ça nous télécharge l'appli ou le certificat pour rattacher le téléphone ou la tablette à la console de gestion. Avez-vous des questions là-dessus? Oui. Oui, Frédéric? Oui, donc pour se résumer, pour les appareils mobiles, on ajoute dans la console l'appareil qui envoie un SMS à l'appareil et là il y a un lien pour installer le programme. Oui, c'est tout à fait ça. Donc on enregistre c'est dans ce sens-là, c'est pas dans l'autre sens. Non. C'est pas je suis sur le téléphone, je télécharge quelque chose, un appli ou n'importe, et ça vient s'accrocher. Oui, on va dire c'est pas comme l'installation d'un agent sur un PC ou sur un serveur, c'est le process un petit peu inverse. On déclare l'appareil dans la console, l'appareil reçoit un mail ou un SMS et puis on le rattache. Voilà, merci.
Tant qu'on est dans le domaine de la sécurité, je vais vous proposer une nouvelle fonction qui s'appelle protection web. Donc aujourd'hui, je vais encore revenir à ces satanés CryptoLocker, si je peux dire. C'est une vraie plaie. Enfin, il y a beaucoup de nos revendeurs qui sont infectés aujourd'hui. Donc pour X raisons. La plupart du temps, c'est dans une pièce jointe que ça arrive, ou c'est très régulièrement des utilisateurs qui se disent bon, je vais installer Adobe Reader par exemple sur mon PC, je vais taper ça sur Google et en fait je tombe sur un exécutable qui est complètement vérolé, qui a été modifié et c'est un CryptoLocker. Donc c'est arrivé il y a pas plus tard, c'était la semaine dernière pour un de mes clients. Donc là c'est vraiment dommage parce que les CryptoLockers aujourd'hui c'est très difficile de s'en débarrasser. Donc c'est pour ça que je vous propose l'option qui s'appelle protection web. En fait, cette fonction protection web va vous permettre on va dire, sécuriser l'utilisation du web en entreprise. On va être capable de bloquer tout ce qui est site, on va dire, non officiel, site, il y a une base de données qui classe par catégorie, donc catégorie dangereux, pornographique, drogue, alcool, enfin tout ce qu'on veut. Donc on peut utiliser la base de connaissances, on peut très bien créer sa propre stratégie avec des listes blanches, des listes noires, donc qui nous permet de bloquer certains sites web. Donc il y a deux fonctionnalités. Première fonction, c'est bien sûr l'aspect sécurité. Deuxième fonction, c'est l'aspect perte de productivité. Beaucoup d'employés ont tendance à aller sur les réseaux sociaux pendant les horaires de travail, ainsi de suite. Avec l'option protection web, on peut paramétrer tout ça, donc dire sur des plages horaires. Donc pendant les horaires de travail, tu n'as pas accès à Facebook, YouTube, ainsi de suite. Pendant la pause, tu peux y aller, et à partir de 14 heures, c'est rebloqué jusqu'à la débauche. Donc voilà, cette fonction a deux fonctions, la sécurité, la productivité. L'aspect productivité est très facile à vendre, les directions adorent cette fonctionnalité. En plus de ça, vous pouvez générer très facilement des rapports. Donc dans ces rapports, on va retrouver le top 10 des sites les plus visités, tous les sites consultés. Voilà, c'est quelque chose qui est vraiment très bien fait. N'hésitez pas à le proposer à certains clients, je suis sûr et certain que vous pourrez faire du business là-dessus. Autre fonction, on voit ici qui retrace l'utilisation de la bande passante. Donc là, quelque chose de très intéressant, quelque chose qui se développe de plus en plus sur les parcs de vos clients, j'en suis sûr. L'utilisateur final qui s'amuse à faire de la synchro, donc synchro de photos ou synchro de fichiers avec du Dropbox, Google Drive, tout ce qu'on connaît pour faire de la synchro en ligne. Bien entendu, ces synchros utilisent énormément de bandes passantes et ça entraîne des ralentissements pour tous les utilisateurs du réseau. Donc grâce à cette fonction, vous allez être capable de mettre en place des seuils de détection, c'est-à-dire, par exemple, pour mon PC, je veux pas qu'il télécharge qu'il upload plus de 200 MO par jour. Si le PC upload plus de 200 MO par jour, une alerte sera générée. Donc deux aspects, l'aspect sécurité et l'aspect productivité du parc qui peuvent être contrôlés grâce à Web Protection. Autre fonction qui est relativement intéressante, même autre produit, on peut appeler ça comme ça. J'ai dit que les CryptoLockers, la plupart du temps, arrivent dans des pièces jointes. C'est pour ça que la console vous propose la gamme de produits qui s'appelle Mail Protection. En fait, MaxMail est une gamme de produits qui, donc première fonction, Mail Protection est un système de filtrage de spam, de virus et de phishing, donc qui vous permet de nettoyer le flux de mail avant qu'il arrive chez le client. En fait, donc on a notre serveur de mail, donc on redirige les mails vers le cloud de l'éditeur qui va filtrer tous les mails, supprimer les virus, supprimer les spams et vous renvoyer un flux de mails qui a été nettoyé. Donc ça permet dans un premier temps d'éviter les virus et en plus de ça d'économiser un peu de bande passante pour certains clients qui auraient une bande passante just. Ça supprime tous les spams, tous les mails indésirables. Comme ça, la bande passante est utilisée uniquement pour des mails, on va dire, exploitables. Autre fonction, il y a un système qui s'appelle Mail Archive qui vous permet d'archiver les mails. Donc aujourd'hui, c'est très important d'archiver les mails pour plusieurs raisons. Ça peut être pour des raisons légales. Donc par exemple, dans le BTP, on a la garantie décennale, on doit garder des mails peut-être sur 10 ans. Pour des raisons de productivité, on a des serveurs avec des bases mail qui peuvent être très conséquentes. Si la base mail est vraiment trop grosse, ça entraîne des ralentissements du serveur. Donc on va archiver les mails pour désengorger ce serveur. Donc n'hésitez pas à utiliser ces fonctionnalités. Vous pouvez tester les services directement ici dans MaxMail.
On voit qu'il y a Google Apps et Office 365 de disponibles, donc on ne peut pas créer de compte Google Apps ou Office 365 directement depuis la plateforme. Il faut déjà avoir un compte, on va dire, créé au préalable. Mais cette fonctionnalité vous permet de gagner beaucoup de temps. Aujourd'hui, par exemple, si vous vendez du Office 365, vous passez peut-être beaucoup de temps à jongler sur les différentes interfaces de chaque client pour gérer au mieux les boîtes mail utilisées. En fait, là, dans la console directement, vous allez synchroniser le compte de tous vos clients et vous allez voir donc les utilisateurs qui sont utilisés, voir s'il y a des boîtes mail qui arrivent à saturation, enfin vraiment quelque chose qui va vous faciliter la vie. Donc là, moi, malheureusement, ça ne fonctionne plus parce que les identifiants ont été modifiés. Faut que je remette à jour la connexion. Autre service relativement intéressant, et ce service-là va vous faire gagner beaucoup de temps et apporter une vraie valeur à votre support technique, c'est le service qui s'appelle Max Service Desk. Donc c'est un système de gestion de tickets, de gestion de contrats et de gestion d'intervention sur site. Donc comment mettre en place le Max Service Desk? C'est accessible directement depuis la console, il y a un mois de tests qui vous sont proposés. Donc pour activer, vous allez ici dans Paramètres, Paramètres généraux, vous cliquez ici sur API et vous générez une clé API. Si vous avez déjà une clé API qui est générée, ne cliquez pas sur Régénérer. Donc vous faites OK. Vous retournez dans Paramètres, vous allez dans PSA Intégration et ici vous cliquez sur Configuration. Une fois que vous avez cliqué, laissez-vous guider, c'est relativement simple. Vous choisissez Max Service Desk et vous avez deux, trois champs à remplir pour créer le compte. Une fois que le compte est créé, dans Lien externe juste ici, vous avez un nouveau logo qui apparaît. Et on arrive sur sa page de connexion. Voici à quoi ressemble l'interface. Donc ça, c'est votre interface de gestion pour vous ou pour vos techniciens, où vous allez retrouver l'intégralité des tickets, des incidents qui ont été déclarés. Donc comment ça va se passer pour créer des tickets, déclarer des incidents? Première fonctionnalité, on peut créer des tickets grâce aux alertes qui sont générées par la console. On peut demander à Max Remote de générer un ticket dès qu'une alerte est détectée. Ça permet de traiter l'incident de A à Z. Deuxième possibilité, ça va être de créer le ticket manuellement. Donc on clique ici, nouveau ticket. Donc là, par exemple, le technicien hotline va ouvrir un ticket manuellement. On peut donner un accès à chaque client final. C'est là que se trouve vraiment la valeur ajoutée du produit. Donc chacun de vos clients aura un accès dédié dans lequel il pourra créer donc un ticket, suivre les interventions en cours, accéder à une base de connaissances. Vous pouvez même mettre des annonces, de la publicité à l'intérieur. Donc c'est vraiment quelque chose de très utile. Autre fonction vraiment géniale, si vous utilisez la barre d'application, donc ça c'est une fonction proposée par l'agent Max Remote, qui vous permet de faire apparaître dans la barre de tâches du client final un logo. Ça peut être le logo de votre société, comme vous voyez là c'est le logo Wattsoft. Quand je clique dessus, donc je peux aller soit sur le site de Wattsoft, afficher un numéro de téléphone, de la pub, c'est comme vous le souhaitez, ou sinon créer un nouveau ticket. Donc je clique ici et ça emmène directement le client sur votre espace de déclaration d'incident. Autre possibilité pour créer un ticket, ça va être l'envoi d'un mail, donc par exemple support@société.com. Donc dès que le mail est reçu, il est interprété en tant que ticket. Et nouvelle fonctionnalité qui a été ajoutée récemment, c'est un serveur vocal. C'est-à-dire que l'on vous attitre un numéro de téléphone, donc dédié à votre société. Le client appelle ce numéro, il est guidé donc avec un serveur qui lui répond disant bienvenue sur la déclaration d'incident Wattsoft. Si vous souhaitez déclarer un incident, tapez 1. Donc là on tape 1, on déclare son incident de façon vocale, donc on parle, ça laisse un message. Le message on peut le consulter directement dans la console, donc ici on voit qu'on peut écouter le message laissé. On peut bien entendu faire des redirections, vous pouvez rediriger l'appel vers votre numéro de téléphone portable si vous le souhaitez, ou vers un autre numéro qui vous sera utile. Alors apparemment il y a une question. Est-ce que l'on peut intégrer Max avec ConnectWise? Oui, on peut intégrer Max Remote avec la technologie ConnectWise. Il suffit de cliquer ici, donc dans Paramètres, PSA Intégration, et là vous allez trouver ConnectWise à l'intérieur.
vous rappellerai un petit peu après la présentation pour faire un point plus complet sur l'intégration si vous souhaitez. Donc là, premier aspect, c'est l'aspect gestion de tickets que l'on a abordé. Deuxième fonctionnalité relativement très intéressante, c'est la gestion de contrats. C'est-à-dire que vous allez pouvoir créer des contrats de maintenance pour chacun de vos clients. Par exemple, ma société Wattsoft, elle a acheté 20 heures de support informatique. À chaque fois que je vais créer un ticket, donc je vais l'attitrer à ma société, et dès que le ticket sera fermé, on va indiquer le temps qu'on y a passé. Le temps peut être calculé automatiquement si on le souhaite. Et ça sera décompté du quota qui a été fixé à la société. Si le quota a atteint un seuil critique, par exemple il reste 1 heure de support, on a une alerte qui nous est émise et on peut réajuster donc avec le client lui disant vous avez utilisé la totalité de votre forfait, est-ce que vous souhaitez le renouveler? Donc là c'est vraiment quelque chose de très bien fait qui va vous permettre de gérer facilement l'intégralité de vos contrats. Il y a même une partie facturation qui est abordée, on peut facturer relativement simplement les clients, donc avec les heures que l'on a passées. Donc soit on fonctionne grâce à un contrat, soit on fonctionne à l'heure, c'est-à-dire on fixe un taux horaire. Par exemple, 1 heure c'est 70 €. On crée un ticket, on y a passé une demi-heure, et bien le client sera facturé de 35 € directement. Il y a même une gestion de stock qui peut être réalisée. On va indiquer les différents appareils que j'ai dans mon stock, et à chaque fois que je vends entre guillemets un appareil au client, ça sera facturé au client et en plus de ça, décompté du stock. Nouvelle fonction qui a été intégrée, c'est les visites sur site. Donc là, on voit mon équipe de techniciens. Je peux planifier des interventions, donc créer une nouvelle visite. Quand l'intervention est terminée, le technicien peut générer un bon d'intervention directement avec tout ce qu'il a fait à l'intérieur, le temps que ça a duré. Il y a un champ dédié au client final où il signe dessus pour valider, on va dire, la partie administrative de la maintenance. Donc là, je vous fais une présentation très brève de cet outil Max Service Desk. J'organise des présentations dédiées à la solution. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez avoir les prochaines dates qui sont prévues. Avez-vous des questions sur cette interface de gestion de tickets ? Non, pas forcément. Mais là, je viens de présenter l'intégralité, on va dire, enfin quasiment tout ce qui est disponible dans cette console Max Remote Management. Donc là, je vous ai présenté les grandes lignes. C'est bien sûr au fil de votre utilisation quotidienne, vous allez découvrir des petites fonctionnalités, des petites astuces d'utilisation dans la console. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas, je suis là pour vous guider tout au long de votre évaluation ou tout au long de votre utilisation de la plateforme. Si vous souhaitez me contacter, il y a différents moyens. Vous avez le numéro de téléphone, vous pouvez m'envoyer un mail. Quelque chose de très simple, ici vous avez une barre qui apparaît où il y a écrit besoin d'aide. Vous cliquez dessus, il y a un système de chat en ligne, vous tombez directement sur moi, donc c'est une sorte de Skype.